monde l'entend? Ouais, ça sort. Essayez les micros, voir si ça marche. Ouais, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, super. Ça fonctionne. Eh bien, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux ou qui nous entendent. On va parler de stress eating. Mais avant de commencer à parler de stress eating, on va faire un petit tour de table pour savoir qui va débattre avec moi. Enfin, débattre, peut-être qu'on sera tous d'accord, on verra. En tout cas, qui est-ce qui va interagir avec moi. Donc, je m'appelle Sylvain Druguet et je suis un copain de David, préparateur physique, nutritionniste et je m'occupe aussi d'un centre de formation qui s'appelle Formapi à Mâcon, à ma gauche. Oui, bonjour à tous. Du coup, Andorra Timba. Je suis avec mon frère, donc il se présentera par la suite. Je suis un ancien obèse morbide, puisqu'avant, moi, je pesais plus de 120 kg. Et aujourd'hui, j'ai perdu plus de 40 kg. Au-delà des 40 kg, merci. Au-delà des 40 kg, j'avais déjà perdu beaucoup de poids avant, repris. Et finalement, on a réussi à perdre avec Harry. Et aujourd'hui, maintenant, on accompagne les gens justement qui veulent perdre du poids durablement à travers notre méthode. Et on travaille beaucoup sur l'aspect mental. Et nous, on a été victimes du sujet, stress eating. On est un peu toujours victimes. Et on verra ça ensemble par la suite. Donc, je vais laisser Harry continuer. Et comme l'a dit Ando, vraiment, on va dire que les kilos en trop, c'est l'histoire de notre vie. Et on a été vraiment victimes, et on est toujours victimes de stress eating. Notre force aujourd'hui par rapport à notre accompagnement, le micro bien en face, là. C'est vraiment notre histoire. Notre histoire dans le sens où en fait, on a mis en place une méthodologie pour vraiment accompagner en fait, les personnes à perdre du poids durablement. Et au-delà de notre méthodologie, en fait, les personnes nous font vraiment confiance parce qu'on parle de choses vraiment qu'on connaît. Donc voilà. Bonjour à tous, Pierre-Olivier Lavaux, je suis président de Formapi Nevers. Je suis également entraîneur de rugby, chargé de mission pédagogique sur le centre de formation de Luçonne. À titre personnel, pratiquant de sport et toujours à l'affût un petit peu des nouveautés. Et l'année dernière, sur le symposium, j'ai mis en route un process avec des intervenants de symposium et on a pu mesurer des résultats aujourd'hui qui font plaisir. Trop cool. Gabriel Pilon, je suis nutritionniste du sport. Alors la nutrition, c'est une reconversion professionnelle suite à une maladie de Crohn qui m'avait fait descendre à 58 kg. Moi j'ai eu le problème inverse. D'accord. J'ai repris 25 kg. Et du coup j'ai une formation en nutrition. Je fais des suivis pour des athlètes et pour des gens qui ne sont pas athlètes aussi. Et je connais assez bien ce que c'est que d'avoir des problèmes avec l'alimentation, ce genre de choses. Voilà. Eh bien top. On va peut-être commencer par définir ce qu'est le stress eating. Je vais commencer par le plus académique d'entre nous puisqu'il a un BTS diète. J'ai pas de BTS diète. Ah, t'as pas de BTS diète? J'ai un master de nutrition. Celui de Vincent. Du sport. Ouais. Mais c'est celui de Vincent Foulonneau. Mes excuses. Qu'est-ce que c'est pour toi le stress eating? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. Alors, j'ai pas de définition formelle, je suis pas un expert des troubles du comportement alimentaire ou quoi que ce soit, mais ça va être une réaction au stress déjà, c'est dans le titre. Et suite à un stress, tu vas c'est pas soigner ton stress, mais prendre en charge ton stress dans la bouffe, tu vois. En gros, imagine, je sais pas, tu as eu l'habitude d'utiliser la nourriture comme un biais de réconfort quand tu as quelque chose de dur dans ta vie ou ce genre de choses, tu peux, en fait, ça va créer une routine où tu vas faire ça quasi systématiquement et ça va créer un ancrage dans ton cerveau, quoi. Moi, je le vois plutôt comme ça. Après, ma position par rapport à tout ça, j'aime bien aussi parler du fait qu'il y a des gens qui font des crises d'hyperphagie parce qu'ils sont en déficit calorique chronique et qui sont pas forcément accros au sucre ou accros à des trucs. Et puis tu as des gens qui ont réellement une addiction et des pulsions qui sont pour le coup plus catégorisées dans les troubles du comportement alimentaire. Bon, voilà un petit peu ce que je dirais. Ok. Je sais pas si tout le monde est d'accord ou. Alors, je pense qu'on peut. Je suis pas expert, encore une fois. Nous non plus, on n'est pas experts, mais je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de donner notre vision vraiment de notre définition du stress eating, mais du côté vraiment ancien obèse en fait. Ouais. Et comme tu l'as, je sais pas si on ton entend micro bien. Il marche pas, je pense. Ouais, je pense. Je sais pas s'il marche. C'est bon. Je sais pas si 1, 2. Allô. 1, 2. Il y a un micro qui marche pas.
1, 2, 1. Sinon, viens à côté de moi. Je te prête mon micro. C'est bon? Ah, ça fonctionne, ok. Non, ils entendent pas. Mais il est allumé, mais il n'y a pas de volume en fait. Viens à côté de moi. 1, 2, 1, 2. Viens vers moi. Viens vers moi. Prendre de la place un peu. Moins qu'avant. Donc, comme je disais, ce qui va être important, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment de donner ma définition d'ancien obèse. Et comme tu l'as très bien dit, Gabriel, en fait, moi, je définirais ça comme la nourriture émotionnelle. Le fait de vraiment se dire qu'on se réconforte grâce à la nourriture. Et ce qui est important de voir aussi en tant qu'ancien obèse, c'est qu'il y a ce sentiment aussi de culpabilité, en fait, à la fin. C'est-à-dire qu'on voit vraiment et on sait que par rapport à ce qu'on fait, juste après, on ne se sent pas bien en fait. On sait que c'est instantané sur le moment, on pense que c'est bon pour nous, que ça va nous créer vraiment un sentiment de réconfort, mais après une fois qu'on a fini en fait de manger, on sent vraiment, on sait que c'est pas bien en fait ce qu'on a fait. C'est propre aux addictions ce sentiment. Que peu importe l'addiction, en fait, une fois que tu as fini la routine de ton addiction, après tu as un sentiment de culpabilité, à savoir que tu n'as pas forcément pris plaisir et tu sais que le comportement était destructeur ou délétère pour toi. Exactement. Et tu culpabilises quoi. Ouais. Et au-delà de la culpabilité, il y a aussi le facteur de pleine conscience. En fait, quand on est en fait sur l'instant T en train de manger, il n'y a pas du tout on n'est pas en pleine conscience en fait. On est vraiment des robots en fait par rapport à ce qu'on fait. Donc moi c'est la définition que je donnerais de. Oui, pardon. Sur le stress eating en tant que tel, on sait que de toute façon, et en plus dans notre culture française, l'alimentation de manière générale est très liée aux émotions et à l'affect. Mais au-delà de ça, on est aussi dans une société de consommation où tout nous pousse à consommer et aussi de l'alimentation. Et dans une société aussi où les stress et les stimuli sont tels qu'à un moment donné, je vous rejoins tous les deux, on est sous une forme d'addiction où, voilà, moi, à titre personnel, si je sors pas de l'obésité ou de problèmes récurrents de poids, mais on se rend compte que très vite, on peut avoir des habitudes sur l'alimentation qui peut être déviante, c'est peut-être un peu fort, mais où ça peut aller très très vite, quoi. Donc je pense qu'il y a une part de psychologie là-dedans qui est énorme. Je conseille à ce titre un ouvrage de notre camarade Bénédicte Lepens sur la faim émotionnelle, qui est vraiment exceptionnel et qui, pour nous sportifs, explique aussi beaucoup de phénomènes qui peuvent être liés à la performance. Et moi, je le définirais de cette façon-là. Alors c'est un point que tu as abordé qui est assez intéressant, c'est que globalement, faire un stress eating sur des aliments qui sont peu denses en calories, ça a un impact, c'est pas terrible, mais c'est beaucoup moins grave que quand on a accès à la calorie. Et le problème du monde moderne, dans les pays riches, comme le nôtre, c'est que l'accès à la calorie est très simple. Très souvent, j'emmène un paquet de gâteaux en cours, j'explique à mes élèves, je ne l'ai pas encore fait cette année d'ailleurs Anaïs, mais très souvent j'emmène un paquet de gâteaux particulier, je ne donnerai pas la marque ni mais le paquet fait 1000 calories. Et donc il coûte 2 €. Donc j'explique aujourd'hui, pour 2 €, on peut manger 1000 calories en 5 minutes, clairement. Et c'est tout à fait faisable. Si jamais vous n'avez que des pommes de terre, des fruits et des légumes, bon déjà, avant de bouffer 2 kilos de fruits et de légumes, il faut déjà y aller. Et puis il ne va pas se passer grand-chose à la fin d'un point de vue poids. Comportementalement, c'est pas terrible, mais par contre, il y a beaucoup moins de soucis. Donc ça, c'est un premier vrai problème qu'on a, c'est l'accès à la calorie. Et puis, évidemment, dans une situation de consommation, on a des troubles du comportement qui sont beaucoup plus faciles que dans une société où on ne consomme pas. Ça, c'est clair et net. Si vous allez en Afrique, vous avez beaucoup moins de stress eating. Même les Africains qui sont récemment devenus riches, ils n'ont pas les mêmes soucis. Donc ça montre bien que la société, elle nous donne aussi des troubles assez importants. Tu voulais rebondir sur un truc, Gab ? Non, j'écoute. Ok. Attentivement. Oui, en fait, je pensais justement, tu dis l'accès à la calorie. Ouais. Et donc, on essaie d'enseigner aux gens de ne pas avoir de choses comme ça à la maison parce qu'à un moment donné, moi je pense au soir souvent où on arrive, on a une journée difficile et on a envie d'avoir notre petit paquet de gâteaux. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Malheureusement, aujourd'hui, il y a aussi l'accès à la livraison à domicile. Et c'est vrai que la société, en fait, ne nous aide pas. Moi, quand j'étais obèse, et parfois j'ai des envies, voilà, c'est facile de commander. 3 clics, c'est parti. Donc, faut apprendre à vivre avec.
Et voilà, mais maintenant, la différence par rapport à avant, c'est que je suis OK avec ça. Je sais que je suis en train de... Voilà, j'ai envie, je me fais plaisir, c'est OK. Et puis je profite du moment et puis je passe à autre chose. Quoi, ouais, t'as accepté. Voilà. Du coup, t'as moins ce côté, même plus du tout ce côté culpabilité. Non, plus trop, non. Ouais. Et c'est ce qu'on essaye d'apprendre aux gens qu'on accompagne. C'est OK, il y a des moments où la volonté s'est épuisée le soir. Donc on n'a plus la force de se battre. Donc profitez du moment quand vous consommez. Alors justement, je vais rebondir sur un petit point physio, je vais en faire quelques-uns si vous voulez. Et un petit truc intéressant, c'est sur qu'est-ce que c'est que le stress ? Le stress, c'est un package. C'est un gros sac dans lequel on met plein de trucs. On est d'accord ? Je parle d'un sac. Il y a un gros sac, on met plein de choses dedans. Le stress, c'est ça. Et parmi ces choses-là, on regarde comment le corps réagit à ce stress. Il y a deux types de stress globalement, si on fait une grosse généralité. Le but, c'est d'aller vite et que les gens suivent. On a le stress aigu et on a le stress chronique. Le stress aigu, je prends un lion, je vous le mets aux fesses. Gros stress, mais aigu. Qu'est-ce qui se passe ? Catécholamine. Catécholamine, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est adrénaline, noradrénaline, dopamine. Et ces hormones, en fait, elles ont, principalement les deux premières, elles ont un rôle sur notre capacité à mouvoir nos objets dans le corps. C'est-à-dire que, c'est pas vraiment le corps, mais dans la lumière intestinale ou dans la lumière du tube digestif, c'est pas considéré comme étant dans le corps. Mais bon, admettons que ce le soit. Pour bouger les objets à l'intérieur, il faut que des muscles lisses se contractent et fassent descendre les objets. Quand vous avez de l'adrénaline et de la noradrénaline, ces muscles-là, ils sont beaucoup moins actifs. Qu'est-ce qui se passe du coup ? Si vous avez une plus grande difficulté à déglutir, si vous avez une plus grande difficulté à faire mouvoir les objets à l'intérieur de votre corps, qu'est-ce qui se passe naturellement ? Votre corps vous dit qu'il faut manger moins. Parce que sinon on va être obstrué et donc on va arriver dans une situation qui est catastrophique. Donc finalement, pour la fin, le stress aigu, c'est pas grave. Maintenant, si vous avez un stress qui est chronique, il dure dans le temps. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être quelque chose qui dure. Ça peut être violent, mais ça dure. Là, c'est plus l'adrénaline et la noradrénaline qui vont agir, puisqu'elles ne peuvent pas agir longtemps. C'est des hormones qui sont là pour agir de manière réactive. C'est le cortisol qui prend la suite. Et là, le cortisol, c'est l'inverse. Lui, il relâche tout. Et ensuite, il met à disposition de l'énergie. Normalement, quand il y a de l'énergie à disposition, on mange moins. Sauf que cette énergie à disposition, elle est mise à disposition très très vite et elle disparaît très très vite. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière ? On veut remettre de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On remange. Et ça, c'est super intéressant de comprendre ce phénomène-là. C'est aussi pour ça que le côté psychologique et le côté stress, on peut le moduler de manière à ce que les gens mangent un peu moins. Je pense que c'est une première notion que les gens doivent avoir. Ça, c'est le premier truc. C'est aussi une des raisons pour lesquelles plein de gens n'ont pas faim quand ils finissent une activité physique. Le côté motilité qui diminue, ça donne moins faim. Comment vous y prenez du coup, tous les deux, pour éduquer ou pour conseiller les gens sur leur comportement ? Déjà, avant tout, c'est d'essayer de comprendre ce que la personne vit à ce moment-là. On n'est pas spécialiste non plus du sujet, mais moi, je pratique un peu l'hypnose et j'aide les personnes à revivre un peu le moment. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ce moment-là ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu vois ? Et on revit le moment ensemble et j'essaie de détecter, c'est pas détecter, mais la personne va prendre conscience par elle-même qu'en fait il y a quelque chose qui se passe dans sa tête, qui se passe à l'intérieur de son corps, et là elle va savoir, il y a quelque chose qu'il faut corriger, tu vois. Et par exemple, tu vois, il y a souvent des personnes en fait qui ne se rendent pas compte eux-mêmes que c'est du stress eating, mais en parlant avec eux, tu vois, on se dit que le stress eating, c'est souvent en fait au même moment et c'est souvent en fait lié à l'environnement. Exemple concret, en fait, souvent je rentre du travail, je sens que je vais me jeter en fait sur la nourriture. Et tu vois, c'est en posant des questions qu'on arrive à aussi analyser l'environnement dans lequel ce moment s'est passé. Et c'est grâce à ça vraiment qu'on arrive à aussi trouver des solutions. Parce qu'une personne qui va te dire oui, en fin de journée, en rentrant du travail, je suis souvent en fait amené à être victime de stress eating. En fait, on va savoir que justement, par rapport à son environnement de travail, on sait que c'est pas quelque chose de ça en fait. Donc c'est comme ça en fait qu'on arrive à détecter. Et après, ce qui est important, au-delà de détecter, c'est vraiment leur faire comprendre aussi qu'ils sont victimes de ça. Parce qu'il y a vraiment le fait de se dire qu'ils sont victimes de ça, mais il y a aussi le comprendre. Et comme tu l'as dit avec Ando, l'accepter aussi. L'accepter, une fois qu'on a accepté, en fait, c'est là en fait on est capable de vraiment pouvoir avancer par rapport à ça. Et après, la solution concrète qu'on dit vraiment
Après, ça dépend de chaque personne, parce que chaque personne a un environnement différent, chaque personne est unique, mais on dit souvent qu'il faut avoir un temps d'avance en fait, sur son frigo, clairement. En fait, c'est-à-dire qu'on peut être tous victimes de stress eating ou autre, mais il faut vraiment avoir cette idée de « Ok, j'ai envie de manger, il faut quelque chose d'accessible directement. » Et pas quelque chose d'accessible à 2 euros, comme tu l'as dit, avec un pack de gâteaux, mais quelque chose d'accessible et de ça, en fait. Et déjà, ça, c'est la première étape pour se dire qu'on arrive à perdre du poids, mais on est victime de stress eating. J'ai un partage d'expérience super drôle à vous partager. Du coup, c'est... je connaissais un bon bodybuilder, je ne vais pas citer son nom parce que je ne sais pas s'il veut qu'on le sache, mais une personne qui est proche de moi, qui est un très très bon bodybuilder naturel et qui il avait un plan sur son téléphone. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce plan? Il me dit c'est le plan du magasin. Quel magasin? Le supermarché. Pourquoi tu as un plan de ton supermarché sur ton téléphone? Et il me dit je vais tracer les rayons que je dois passer pour éviter tel rayon, tel aliment, etc. Et le gars, il fait ça depuis des années pour éviter de passer devant les choses qui le font craquer dans les moments difficiles. Parce que quand il est en prise de masse, il s'en fiche, un écart, c'est un écart. Mais quand il est en perte de poids, évidemment, c'est compliqué. Pour lui, c'est même interdit. Et c'est marrant de voir que lui, il a trouvé cette stratégie. Le but, c'est de trouver la sienne. Et tu as souligné un point très très important, c'est le fait d'anticiper certaines situations, en fait. Parce que même par exemple par rapport à nos élèves qu'on a, tu vois, il y a des personnes qui vont aller en soirée haute et ils savent que voilà, il y a des tentations hautes par rapport à ce qu'ils font. Et c'est vraiment cet exercice de visualisation, de se dire à l'instant T, quand tu auras envie vraiment de dévier, en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Okay, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est vraiment se dire, non, dans tous les cas, quand j'y vais, en fait, je reste fidèle à ce que je fais. Et c'est vraiment ce principe d'anticipation qui est aussi important. Parce que des fois, on se retrouve, on est sûr des tentations, mais si on visualise la situation à l'instant T et on se dit, ok, je vais avoir cette émotion-là, mais je vais me dire que non, je vais rester fidèle à ce que j'ai entrepris, forcément, en fait, c'est très différent. Et c'est souvent ce sentiment d'inconnu, en fait. Ce sentiment d'inconnu dans une situation qui fait qu'on n'arrive pas à contrôler, en fait, cette émotion-là. Mais quand on arrive à visualiser, en fait, cette émotion-là, c'est là, en fait, où on arrive vraiment à la contrôler parce qu'on la connaît et on sait que c'est ce moment-là qui arrive, mais je sais me contrôler, en fait. Mais en fait, pour résumer ce que dit Harry, moi, il y a quelque chose qu'on essaye qui est capital. Il y a un moment clé qui arrive, c'est quand la personne va savoir identifier est-ce qu'elle a vraiment faim, c'est un besoin physiologique, ou est-ce que j'ai envie là de quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'apprendre à détecter. Et à partir de ce moment-là où la personne a passé ce gap, là, c'est qu'on a passé quelque chose. Et est-ce que tu passes par une phase de réinitialisation pour justement te recentrer avec les sensations? Je m'explique. On a perdu l'habitude d'avoir le ventre qui gargouille, les intestins qui bougent dans tous les sens, alors que dans la majorité des pays dans le monde, les gens savent ce que c'est que la faim. Moi, perso, je sais plus ce que c'est que la faim. Et c'est terrible, parce que du coup, c'est difficile. Ce que tu demandes d'appliquer, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais est-ce que toi, tu mets quelque chose en place pour qu'il retrouve ces sensations? Réinitialisation, c'est un grand mot. J'utilise pas ça, mais juste prendre conscience. Prendre conscience et revivre la situation. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est revivre la situation. Et ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Tu lui en parles? Ça, on en parle, ouais. Ça, on en parle. Nous, on parle beaucoup de notre expérience. Les gens, quand ils viennent nous voir, c'est qu'on leur partage ce qu'on a vécu. Et ça, c'est des choses que je vis et que je vis encore. Que j'arrive à reconnaître. Par contre, maintenant, j'arrive à savoir est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai envie d'avaler une émotion. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye d'enseigner avec Harry. Après, on a chacun notre définition, je pense, mais vraiment, c'est important que nous, on voit le besoin comme quelque chose de vital, en fait. C'est vraiment, on est obligé de manger, en fait, pour vivre, alors que l'envie, c'est vraiment quelque chose à un instant T, en fait, qu'on a envie sur l'instant T. Donc, c'est quelque chose qui est très important à éduquer, en fait, par rapport à nos élèves. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'un homme de 70 kg qui a 20% de masse grasse, il peut courir 42 marathons d'affilée. Rien qu'avec l'énergie stockée dans ces triacylglycérols. Donc, on n'a jamais un problème énergétique. On a très souvent, alors on peut avoir une disponibilité énergétique dans certains substrats, ok. Mais globalement, on a assez d'énergie pour vivre très très longtemps. Donc, c'est la perception qu'on en a qui est biaisée. C'est là où est le problème. Et du coup, quand vous étiez dans cette situation de surpoids, déjà, quels étaient les moments où vous saviez que vous alliez craquer? Et est-ce que c'était toujours les mêmes? Est-ce que ça évoluait, ça? Racontez-nous un petit peu comment ça se passait, si vous voulez bien. Alors moi, c'était plus par rapport au travail. Justement, le fait de se dire que... en fait, moi, j'étais dans les finances avant. J'étais consultant en finance, du coup, pour un gros cabinet parisien. Et donc, j'intervenais, en fait, en gros, sur des projets de transformation financière, l'implantation de RP ou autres.
Et en fait, on était vraiment très très stressé. Enfin, moi, j'étais vraiment très stressé par mon travail, en fait. J'avais beaucoup de pression et tout, donc la journée, en fait, ce que je faisais, c'est que voilà, je travaillais beaucoup, et en fait, le soir, c'était vraiment ma récompense, c'était la nourriture, en fait. C'était voilà, t'as beaucoup travaillé, voilà, ce soir, on se dit vraiment que je vais me entre guillemets vraiment me péter la panse. et après, par rapport à ça, ce qu'on a fait, c'est d'abord vraiment être dans le contrôle de l'émotion, en fait. Quand je dis contrôle de l'émotion, ça veut dire que moi, j'ai su reconnaître vraiment que c'est mon travail qui fait. Je mets pas l'accent sur le fait que j'étais obèse à cause de mon travail, mais c'est vraiment l'environnement du travail qui fait que je suis stressé, et donc cet environnement-là est nocif, en fait, par rapport à la perte de poids. Et donc, dans un premier temps, c'est vraiment d'abord reconnaître, voir les facteurs qui sont limitants par rapport à mon projet. Et une fois que j'ai vraiment analysé et reconnu mes facteurs limitants par rapport à cette perte de poids, comment est-ce que je fais justement pour changer et pour me dire que mes actions sont corrélées, en fait, à mon projet. Mais honnêtement, vraiment le plus dur, c'est de le reconnaître et de voir, en fait, quels sont les facteurs limitants. Et en fait, le truc, c'est que par rapport à notre histoire et par rapport aux personnes qu'on accompagne, chaque personne est unique, hein. Donc là, j'ai parlé de travail. Il y a beaucoup de personnes, ça va être autre chose, en fait. Ça peut pas être pas forcément le travail, mais ça peut être la relation que j'ai, en fait, avec la personne avec qui je vis. C'est redondant quand même, le travail. C'est quand même très souvent un cas qui est ouais. Et c'est comme voilà, par exemple. Après là, c'est pas trop lié, mais c'est pas que c'est pas trop lié, mais il faut vraiment dans une perte de poids analyser, en fait, quels sont les facteurs limitants par rapport à mon projet. Et nous, en fait, ce qu'on met en place généralement, c'est ce qu'on appelle des entretiens 360, donc pour vraiment connaître la personne, connaître son environnement. Et il y a une question simple sur laquelle on pose, c'est comment est-ce que tes proches réagiront à ta perte de poids. Là, comme ça, je pense que tout le monde va dire. Ils vont me féliciter, ils vont me dire oui, c'est bien, on t'encourage pour une meilleure santé ou autre. Mais derrière, la question qu'il faut se poser, c'est ils t'encouragent, mais est-ce qu'ils vont mettre en place des actions pour justement t'accompagner dans ta perte de poids? Est-ce que quand il va falloir, je vais vulgariser, mais c'est pas du tout ça qu'on fait, attention. Quand tu vas manger du riz, poulet, brocoli, est-ce que justement les personnes vont manger aussi avec toi ça, en fait? Est-ce que le matin, quand tu vas devoir faire du sport, faire tes pas, est-ce qu'elles vont se lever avec toi, ou est-ce qu'elles vont dire oui, bon courage? En fait, et c'est là, en fait, où il faut aller vraiment plus loin, et il faut vraiment comprendre quels sont les facteurs limitants qui font que j'ai un peu dévié du sujet, non? Non, t'as donné ton avis sur ça. Non, mais le but, c'était de voir un petit peu comment vous viviez ce moment-là, parce que moi, perso, je ne l'ai pas vécu. Il y a des phases où je mange à fond, mais j'ai jamais été en surpoids. D'accord. Donc c'est intéressant pour moi de connaître ça. Il y a d'autres aspects, on en parlera un petit peu après, physiologiques, sur qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est obèse, d'un point de vue des marqueurs de la faim. Je pourrais revenir dessus, c'est assez complexe, mais je pense qu'on peut faire un résumé. Et du coup, ce qui fait qu'une personne qui a des troubles du comportement mais qui n'est pas obèse, c'est pas du tout la même personne biologiquement qu'une personne obèse qui a des troubles du comportement. J'expliquerai d'un point de vue biologique pourquoi. Okay. Super. Ton expérience du coup? Non, mais c'est un peu pareil que Harry, par rapport au travail. Moi, j'étais consultant en système d'information, en informatique. À croire que le conseil peut faire mal. Non, par rapport à ça, c'est la même chose. Mais ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'en vrai, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas vraiment perdu. C'est pas que j'ai un trouble du comportement, mais dans des situations le soir. Sincèrement, le soir, parfois, même en ce moment, comme on accompagne des personnes, on a quand même beaucoup de travail, faut se le dire. Parfois, j'ai une montée de stress, quoi. J'ai une montée de stress et j'ai envie. Moi, j'ai un petit péché mignon, je le dis. C'est quoi? J'ai un problème avec les chips. J'ai un problème avec les chips et ça date vraiment de quand on était petit. Pour te dire, mon père revenait du travail le soir, il revenait tard, il travaillait beaucoup et il nous ramenait un petit paquet de chips à chacun. Et en fait, c'est resté. Ce truc est resté. Quand je suis stressé, j'ai envie d'un paquet de chips. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que vraiment j'en ai très très envie ou je me retiens ou pas? Est-ce que j'ai la force de me battre aujourd'hui? Voilà, si j'ai usé tout mon quota, tout mon paquet de volonté, voilà, c'est fini. J'y vais, je passe et j'y vais. Et sinon, je me bats, quoi, parce que je veux aussi montrer l'exemple. Je me dis, attends, en dos, tous les élèves que tu accompagnes, oublie pas. Ou si demain, par exemple, j'ai un entraînement, je le paye. Si je mange mal, je le paye.
Et c'est pour ça, on va dire que j'ai un pourquoi plus fort maintenant. J'ai une volonté d'être en bonne santé. Et c'est pour ça que je fais attention. Mais je l'ai toujours. Voilà, pour être honnête, j'ai toujours ce petit syndrome avec les chips. Donc voilà, je dévoilais ma vie. Dans le rugby, tu connais ça un petit peu? Oui, on en a parlé entre autres ce matin sur l'autre plateau où c'est vrai qu'on est sur un public au niveau du rugby où voilà, on est dans un sport de combat collectif où on a des pratiquants qui sont très engagés. L'image un peu d'Épinal du rugby, c'est que tout le monde peut pratiquer, hein, les petits, les grands, les maigres, les gros, et c'est le cas même dans un rugby professionnel. Mais on est aussi un sport où les pratiquants sont, comment dirais-je, dans une forme d'excellence très souvent, c'est-à-dire dans l'engagement, dans la pratique, avec un niveau d'exigence très élevé. Ça induit un comportement, notamment alimentaire, qui doit être proche de l'excellence pour être performant. Mais on est aussi dans un sport où il y a aussi des gros craquages et on est un public où, alors c'est peut-être le côté collectif, mais où c'est vrai qu'on voit des choses au niveau des comportements alimentaires qui sont complètement hallucinants quand les garçons sont hors période de pratique sportive. Et on est un sport où effectivement il y a des gabarits souvent hors normes, mais post-carrière ça devient encore plus hors normes. Donc on en parlait un petit peu en off avant le plateau. C'est vrai que nous on fait du suivi évidemment nutritionnel, on accompagne les sportifs, essaye d'être le plus carré possible, mais malgré tout. Et l'exemple du petit paquet de chips me parle beaucoup parce qu'en fait on se dit qu'on peut mettre en place tout ce qu'on veut, il faut qu'au départ on arrive à avoir une éducation alimentaire auprès des plus jeunes qui soit excellente parce que tout commence là, tout commence par l'éducation, par le comportement, la compréhension. Alors peut-être pas rentrer dans des analyses physiologiques comme tu as pu nous le faire en introduction qui sont très intéressantes, mais au moins dans la compréhension des aliments, dans la nécessité de... Alors ici, évidemment, au symposium, c'est une évidence pour nous d'avoir une pratique sportive régulière, d'éviter la sédentarisation, enfin, tous les mauvais côtés de notre société de consommation en 2024. Et si, de manière transversale, on arrive à avoir une meilleure éducation alimentaire, mais je parlerai d'alimentaire comportemental, je crois qu'à la sortie, on aura beaucoup moins de problèmes. Alors, c'est des grands mots, c'est des belles théories, mais à mon sens, c'est la solution pour améliorer les choses. Le monde a toujours besoin d'idéalistes. Je vais raconter une petite anecdote. Je vais faire un petit laïus, puis après je donnerai la parole à Gab. J'ai fait une intervention justement en nutrition. J'ai fait une intervention dans un grand club professionnel. Je ne vais pas citer le nom. Si un jour il m'autorise, s'il nous regarde sur Facebook, je donnerai le nom. Un club de foot pro. L'objectif, c'était que tous les parents des enfants du club viennent. Donc il y avait un monde fou. Et ils m'ont dit, explique-nous comment bien manger avant le sport pour que les gamins soient bons durant l'activité de foot. Qu'est-ce qu'ils mangent à la mi-temps, qu'est-ce qu'ils boivent, qu'est-ce qu'ils font après le sport. Je fais 4 heures de conférence, je fais un truc de dingue, les parents sont super contents, on échange, c'est fabuleux. Et là, je vois un gars en train de préparer le buffet post-conférence, Coca, 4 quarts, paquet de chips, à gogo. Et en fait, je me dis, il a complètement détruit tout ce que j'ai fait en 4 heures en 5 minutes. Et il y a un truc dont on parle quasiment jamais, c'est la valeur hédonique. Et ça rejoint ce que vous dites. Tu connais un peu la valeur hédonique? Vous l'avez étudié peut-être? Hédonique. Hédonique. Ouais. C'est l'hédonisme. J'ai pas la définition comme ça, mais je vois à peu près de quoi tu parles. En fait, quand on voit un aliment, la première fois, on essaie de lui mettre une valeur à cet aliment. Notre cerveau commence à enregistrer des informations à son propos. Et plus on est en contact avec cet aliment, plus on le goûte, et plus on se fait une jauge de cet aliment. Ça, c'est ce qu'on appelle la valeur hédonique. C'est un Français qui a découvert ça de l'INSERM. On lui tient le chapeau. Et en fait, si vous ne rentrez pas en contact souvent avec un aliment, vous avez moins de chances de lui donner une valeur, positive ou négative. Donc du coup, vous avez moins de chances qu'il vous fasse envie. Moi, très souvent, je sors du boulot, paf, j'ai envie de ce truc-là parce que ce truc-là, je sais que je vais adorer. Si cet aliment, j'étais jamais rentré en contact avec lui, je ne pourrais pas y penser. C'est bête, mais
voyez, c'est un truc, premier truc. Si à chaque fois que vous finissez votre match de foot, de rugby, de basket, handball, peu importe quel sport, les éducateurs ils vous mettent en contact avec des produits qui vont très rapidement avoir une très bonne note dans la valeur hédonique, qu'est-ce qui se passe? Quand vous pensez à un aliment, vous pensez à ça. Il y a une étude super intéressante où on a demandé à des Européens quel aliment ils aimeraient avoir s'ils claquaient des doigts à chaque fois qu'ils claquent des doigts. Les Européens, ils ont dit des gâteaux, ils ont dit des trucs comme ça, tu vois. Ils ont demandé la même chose à des Asiatiques, dans des pays aussi riches. Donc en Chine de l'Est, dans les grandes villes chinoises, au Japon, etc. Aucun n'a dit un paquet de gâteaux. Aucun. Zéro. 100% ont dit des aliments qui sont bons pour la santé. Pourquoi? Parce que dans leur culture, quand on présente quelque chose à la fin du sport, c'est un wok, c'est des nouilles, c'est des choses comme ça qui sont globalement bien meilleures pour la santé. Et ça, c'est un point, je pense, essentiel déjà. C'est le premier truc qu'on doit faire, quoi. Moi, je voulais rebondir sur les habitudes. Il y avait un livre qui m'avait assez marqué sur ça, c'était le pouvoir des habitudes, où en fait, l'écrivain nous fait un topo en fait sur comment est-ce qu'on a découvert le système des habitudes. Alors, il rentre pas dans tout le système dopaminergique, etc. Il en parle un petit peu, mais ce qui m'avait marqué, c'est qu'au travers des exemples, etc., il définissait l'habitude simplement avec un élément déclencheur, une routine et une récompense. Et tu vois, moi, l'exemple des chips, ça me fait penser à ça. L'exemple de à la fin de l'entraînement, on prend tel truc. En fait, tu as un élément déclencheur. Est-ce que c'est parce que j'ai faim? Est-ce que c'est parce que je rentre du boulot? Est-ce que c'est parce que j'ai un moment de stress? Est-ce que c'est parce que je me retrouve à tel endroit, à tel moment dans ma journée? Il y a toujours cette même routine. Tiens, à chaque fois que papa rentre, à telle heure, il y a un paquet de chips. Et ben en fait, ça crée un élément déclencheur. Il faut analyser l'élément déclencheur. Et après, tu as une routine. Et tu peux moduler la routine. Et en fait, il disait, ce qui est très difficile, c'est d'éradiquer complètement cette habitude, parce que plus tu stimules cette habitude, plus le circuit neuronal qui se met en place, il va devenir épais et résistant à la dégradation neuronale. Et du coup, en fait, tu as beaucoup plus de chances avec des stratégies qui consistent à moduler la routine, plutôt que d'essayer de complètement éviter qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Et donc de trouver en fait des stratégies de remplacement, ou comme tu disais, d'avoir un aliment qui est à disposition à ce moment-là, mais qui est en fait pas problématique pour la santé. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, ça fait quoi? Enfin, je trouvais que ça englobait bien tous les témoignages qu'on avait eus en tout, quoi. Voilà. Tu peux nous expliquer ce que c'est le système dopaminergique? Alors, je sais pas si je l'expliquerai très bien, parce qu'il y a des subtilités que je comprends peut-être pas, mais en gros, la dopamine, c'est quelque chose que tu ressens la première fois que tu as une expérience qui est plaisante, par exemple. Et ensuite, tu vas avoir... Imagine, tu te balades dans la forêt, tu es un homme de Cro-Magnon, tu te balades dans la forêt. Et tu as remarqué que tu trouves un champignon comestible, tu vois, et tu manges le champignon et tu te dis, tiens, ça c'est cool, c'était bon, ça m'a filé des calories, c'est cool maintenant. Et la fois suivante, ton corps, il va essayer, plus ça va t'arriver, plus ton corps il va reconnaître les paramètres dans lesquels tu trouves le champignon. Tiens, c'est à tel endroit, avec tel arbre, il fait tel taux d'humidité, il y avait tel type de feuilles, paf. Et du coup, à ce moment-là, tu as un pic de dopamine qui va te motiver à aller chercher le truc qui t'avait donné de la dopamine. Donc c'est à la fois la récompense et à la fois le trigger. Et j'explique bien ou... Ah oui, carrément, c'est pas mal du tout. Ok. Et du coup, ça crée tes neurones en fait vont se connecter en fonction de ça, et ça va créer comme imagine un tube. Et plus le tube, tu le stimules, c'est-à-dire que plus tu vas chercher des champignons et trouver des champignons, plus tu vas avoir un pipeline dans ton cerveau qui en fait va prendre des années à se dégrader si tu veux vraiment qu'il s'efface complètement. Tu vois. Et tu as des tests comme ça avec des souris où tu fais des stimulations, tu rends des souris par exemple accro à de la cocaïne ou des trucs comme ça, et après tu regardes ce qui se passe dans leur cerveau et tu as vraiment des tubes de neurones qui sont beaucoup plus épais qu'avec des drogues contrôle, par exemple du sel ou des trucs plus simples, tu vois. Voilà. Et en fait le problème de ça, c'est que la dégradation du tube est très lente, et que du coup tu peux pas vraiment compter sur le fait que le tube disparaisse en fait, que le réseau de neurones se désagrège sur ton temps de vie. Il faut compter sur le fait de trouver des stratégies de remplacement. Moi, c'est ça que j'avais retenu un petit peu par rapport à tout ça. Et je trouve que ça rejoignit bien votre expérience de terrain, quoi. Le seul petit point qu'on peut rajouter, c'est que par contre, c'est comme une drogue. Plus
Oui, tu as complètement. passé de temps en contact avec cet aliment, et plus cet aliment, tu as besoin d'en avoir pour avoir les mêmes effets. Ah oui, oui, oui. Et donc du coup, ce qui fait que c'est frustrant parce que tu as l'impression que tu sais, comme je ne sais plus lequel de vous deux expliquait tout à l'heure, tu en as besoin, puis après tu es déçu. Je crois que c'est toi qui dis ça. Oui, oui. Et ben en fait, c'est pour ça. C'est parce que tu es déçu parce que tu n'as pas eu le même résultat que la première fois que tu as pris ta dose. Il te faut plus de doses pour avoir le même résultat. Et donc c'est terrible parce que tu vas être dans la frustration systématique, même quand tu commences à diminuer, ce qui est à mon avis aussi une très bonne stratégie. Hein. Et ben, Oui, oui, oui. tu es archi dans la frustration, et on sait que la frustration, c'est une situation de stress chronique. Bien sûr, oui. Donc, vous avez vu, c'est la boucle, c'est une Ça saloperie. fait un quoi. cercle vicieux. Ouais. Et d'ailleurs, pour revenir sur les trucs, c'est très drôle parce que l'immense majorité des études qui ont expliqué le rôle de la satiété et de la faim ou des chaînes dopaminergiques, enfin des circuits dopaminergiques, ils portent des noms de drogue. Les neurones CART, par exemple, CART c'est cocaïne. Tu vois, parce qu'en fait, on a d'abord testé avec la cocaïne pour sûr. comparer. Tu vois. C'est un truc de dingue. C'est un C'est- truc de ouf. Ouais. Et c'est à ce point-là puissant, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de se réunir pour en discuter, parce que c'est tellement puissant que les gens par eux-mêmes ont beaucoup de mal à s'en sortir, voire même pas du tout, peuvent pas. Et toutes les addictions fonctionnent comme ça, hein, d'ailleurs. C'est valable pour l'addiction à l'alcool, l'addiction aux jeux de hasard, à la pornographie, ça peut être quoi, je sais pas. Est-ce que c'est pareil, tu vois, pour les comportements, les prises de risque, tu vois En fait, c'est lié à la dopamine, elle a ce côté-là, c'est que c'est la motivation avec prise de risque. Ouais. Est-ce que c'est pas Alors que la sérotonine, non. la prise de risque et c'était quoi, le dangereux et l'interdit qui te permet de casser ce plafond de verre où tu peux plus avoir ta dose. Je sais pas comment exprimer correctement. Là, je sors un petit peu de ce que je sais, mais tu es bloqué en termes de sensation de plaisir. Tu as un plafond de verre, tu vois. Et les stimuli que tu prenais d'habitude ne font plus les mêmes effets, et les seuls trucs qui peuvent te permettre de casser le plafond de verre, c'est quelque chose de plus intense, c'est-à-dire soit plus dangereux, soit plus interdit. Il y avait un rapport avec l'interdit et le dangereux. Mais ça, je sais plus où j'avais Là, entendu comme ça, je vois pas, mais. Ça te dit, ouais, bon, ouais. c'est peut-être une connerie. Non, c'est. Bon, je suis voilà. loin de tout savoir. Je pense qu'il y avait ça dans les addictions. Je sais pas si. Voilà. Ouais. Ok. On creusera, on Je sais ira pas voir si ce ça que se c'est. retransmet dans la bouffe, tu vois. Si avec la nourriture, tu peux calquer ce genre de schéma. À mon avis, non, parce que tu as tellement des exagérations phénoménales qui interviennent qu'à mon avis, le plafond, il doit être. Ou alors, il est vraiment très très haut, le plafond. Hein. Ouais. On a vu des trucs de fou. Il y a une année, une compétition où des bodybuilders étaient partis à l'étranger, et en revenant, comme ils avaient le droit de bouffer, le mec a rien trouvé de plus. Enfin, le conducteur du bus n'a rien trouvé de plus intelligent que de les arrêter dans un chinois à volonté. Donc ils ont tous fini à l'hôpital. Certains ont eu des fissures dans l'estomac, enfin des trucs terribles, parce que les gars se sont, mais vraiment, Ils se sont détruits, quoi. ils sont détruits. Et on parle en kilos de bouffe. Hein. Ils ont mangé des kilos de bouffe. Tu m'étonnes. Donc évidemment, ça c'est. Et là, on voit bien à quel point ça peut être n'importe quoi. Ouais. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Vous voulez rajouter un petit mot là-dessus avant que j'embraye sur l'obésité? Non, vas-y. Non, hein. ça va. Allez. Alors, et du coup, Est-ce que ça vous parle le schéma trigger, habitude, récompense par rapport à votre expérience de terrain et les retours avec les patients? Est-ce que vous faites un lien ou vous voyez un lien? Alors, ouais, clairement, par rapport c'est surtout aux habitudes. Tu as parlé de stratégies à mettre en place. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que il faut mettre des habitudes, des routines en place. Parce que le cerveau aime bien avoir un chemin qui est déjà tout tracé. Clairement, c'est ça. Donc, en fait, quand tu mets en place, par exemple, tu planifies tes repas ou tu as quelque chose de remplacement dans ton frigo pour remplacer le paquet de cheese, par exemple, ça t'évite de trop réfléchir. Le cerveau, il va tout droit. Hein. Il va tout droit. Je pense il me semble que plus de 99% de nos décisions qu'on prend chaque jour sont inconscientes. Et en fait, à un moment, il faut l'aider. Il faut aider à avoir cette routine et du coup, c'est inconscient. Donc, quand on met en place des stratégies, ça nous aide à des bonnes habitudes, à aller tout droit. D'où le pouvoir des habitudes, le livre que j'ai bien aimé aussi. Il y avait un Et exemple donc, d'aller dedans, tout droit, par quoi. rapport à ça. Il y avait un exemple, c'était un cas d'école. Alors le truc, je l'ai lu il y a 8 ans, donc je me rappelle plus très bien. Mais c'était un gars qui avait eu un trauma crânien et qui était amnésique. Tu lui demandais, par exemple, il était assis chez lui dans son salon. Tu lui dis où est la cuisine et il sait pas répondre. Par contre, tu lui dis montre-moi ce que tu vas faire quand tu auras faim. Et il se lève, il va dans la cuisine, il ouvre le placard. Et il fait son petit truc de beurre de cacahuète, c'est un Américain, tu vois, et il prend son petit sandwich. Tu vois. Tu le lâches en dehors de chez lui, il sait pas t'indiquer les routes, il connaît pas les rues, mais comme il a fait la même promenade pendant des années, il se laisse marcher
et il retourne chez lui. Et du coup, ils avaient réussi à comprendre que les habitudes étaient, je suis pas expert en neurologie, mais qu'en gros, c'était pas dans notre cerveau conscient et que c'était plus, je sais pas si on dit limbique ou quoi, mais plus inconscient, quoi. Et c'est ça. Du coup, ça corrobore complètement avec ce que tu dis, quoi. Ouais, voilà. Ok. Du coup, sur les personnes que vous suivez, alors, est-ce que c'est déjà que des personnes qui ont des troubles du comportement? Est-ce que c'est que des personnes qui sont en situation d'obésité ou de surpoids? Est-ce que c'est un mélange des deux? Alors généralement, c'est des personnes qui sont vraiment en surpoids. Donc quand on dit surpoids, ça peut être très bien d'une personne en fait, qui a envie de perdre 10, 15 kilos, 20 kilos, ou des personnes qui doivent perdre plus de 50 kilos en fait. Mais généralement, nous, en fait, par rapport aux personnes qu'on a, c'est vraiment des personnes qui ont déjà tenté beaucoup de choses en fait, et qui sont perdues dans l'information, la désinformation en fait, sur les réseaux sociaux ou autres, et en fait qui ont envie vraiment d'être accompagnés par des personnes qui sont du terrain en fait. Ouais. Donc c'est vraiment les personnes qu'on accompagne. D'accord. Alors du coup, je voulais en venir sur l'obésité. Pourquoi est-ce que je voulais qu'on en parle? Parce qu'en fait, pour moi, l'obésité, j'aimerais un jour, alors je vais peut-être avoir des problèmes avec les médecins, j'aimerais un jour que l'obésité soit reconnue comme une maladie auto-immune. Je vais expliquer pourquoi. Il y a un peu plus d'un an, j'ai interviewé le professeur Fetisov. Si vous ne connaissez pas le professeur Fetisov, c'est normal, il n'est pas connu des noms scientifiques, on va dire. C'est l'homme qui est le plus avancé actuellement au monde sur certains marqueurs de la faim et de la satiété. Et donc je l'ai interviewé et il m'expliquait, donc dans ma formation nutrition on en parle pas mal, il m'expliquait une protéine, une related protein, c'est-à-dire c'est une protéine qui est perçue par le corps humain comme une autre. Et en fait, en l'occurrence, cette protéine-là, elle est reconnue comme alpha-MSH. Alpha-MSH, c'est un marqueur de la satiété, tu connais. Et en fait, cette protéine-là, elle est reconnue comme marqueur de la satiété. Donc quand tu l'as dans le corps, quand elle est sécrétée dans ton organisme, elle agit comme si tu avais de l'alpha-MSH. Donc ça coupe ta faim. Si tu es en situation d'obésité, cette protéine, elle est reconnue comme corps étranger. Attaque inflammatoire, le système immunitaire défonce cette molécule. Sauf que, comme cette molécule, elle est reconnue comme alpha-MSH, le système immunitaire détruit alpha-MSH. Incapacité à ne plus avoir faim. Premier marqueur pourquoi certains obèses ont plus du tout la capacité à ne plus avoir faim. Autre marqueur, par quoi sont sécrétées les molécules de leptine? Par le tissu adipeux. Réaction mécanistique. Plus tu as de tissu adipeux, plus tu es capable de sécréter de la leptine. Donc plus potentiellement tu devrais gérer ta faim facilement. Alors du coup, plein de chercheurs se sont dit, du coup on doit avoir moins de leptine dans le sang d'une personne qui est obèse. Si elle a toujours faim. Prise de sang, chez plein d'obèses, il y a plus de leptine que chez une personne en situation normopondérée. Alors qu'est-ce qui se passe? Le système immunitaire qui crée justement cette fameuse résistance. Ah oui. Et oui. C'est le système immunitaire. Donc, c'est comme la résistance à l'insuline, tu vois. C'est pas tout à fait comme la résistance à l'insuline. Les cellules saturent et au bout d'un moment, elle dit ok, j'en ai ras-le-bol, il y a trop de leptine, j'écoute plus. Peut-être que ce mécanisme existe. En tout cas, selon Fetisov, c'est principalement le système immunitaire qui agit là-dessus. Donc, ça fait deux cas où j'explique que c'est votre propre. Ça attaque la leptine ou c'est. Ouais. D'accord. Et ça, en fait, ça la rend pas active. Ce qui fait que quand elle arrive dans les récepteurs, il n'y a pas de combinaison possible et donc il n'y a pas de réaction chimique derrière. Okay. Et oui, elle est inactive. Incroyable. Et donc, ça fait deux choses qui montrent que c'est une maladie auto-immune. Notre propre corps s'attaque à nous. C'est perturbant quand même. Est-ce que tu as une idée de mécanisme qui résout ça? Est-ce que faire du cardio à basse intensité Non, en fait, c'est archi simple. Je lui ai posé exactement la même question que toi. Je dis alors du coup, professeur, qu'est-ce qu'on peut faire? Mitochondrie. Et il m'a dit non. Il m'a répondu très très simple avec son gros accent russe. Il m'a dit il faut perdre du poids vite. Le mec, c'est le plus grand chercheur du monde dans le domaine. Et le truc, il est hyper simple. Il faut perdre du poids vite. Et donc, du coup, c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous proposez à ces personnes, vous, de perdre du poids rapidement pour justement plus être dans ce côté obèse? Alors vous n'avez peut-être pas forcément l'info de ça, mais vous voyez, de sortir de ce côté auto-humain. Bon, alors du coup, non, moi je connaissais pas cette info. Je me dis mince, donc il y a peut-être des gens, on est bloqués, c'est peut-être ça. Mais non, clairement non, on propose pas de perdre du poids rapidement. Mais avec ce que tu dis, bon, peut-être que ça peut être une solution, mais non, clairement c'est pas notre truc. Clairement, justement, nous, on base notre méthode sur les petits pas. On y va petit à petit, les bonnes habitudes,
Ça s'acquiert pas du jour au lendemain. On va à contre-courant de tout ce qu'on veut là dans la société. Aller vite, c'est petit à petit. Et donc la réponse est non, clairement. T'as un côté Pas de souci. pratico-pratique aussi que. Quand on te forme en nutrition aujourd'hui, on parle plutôt d'alimentation équilibrée, justement d'avoir des bonnes habitudes de vie. Et quand quelqu'un vient pour une perte de poids, je fais un rééquilibrage alimentaire. C'est un truc simple, tu vois. Mais avant, tu avais des régimes et la stratégie c'était ça, c'était perdre du poids vite. Et on faisait un truc ultra drastique, la personne perdait du poids vite. Alors peut-être que du coup tu réduisais cette situation d'obésité, mais derrière en fait quand la phase de régime est terminée, t'as plus de... T'as quoi comme stratégie de nouvelles habitudes en fait? Genre, la personne est livrée à elle-même et elle fait quoi, tu vois? Et je trouve que, je trouve qu'il y a un problème de terrain dans la réponse de ton ami russe, parce que sur le terrain, comment tu fais pour que la personne, une fois qu'elle a perdu son poids vite, elle trouve un équilibre qui est périn, tu vois? Moi, j'ai des éléments de réponse sur ça. Parce que moi, j'utilise la perte de poids très rapide au début. Très, 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 très rapide. Ok. En fait, l'objectif, c'est... Je mange plus. Presque. Ah ouais? Non, en fait, l'objectif, c'est que si tu le fais suffisamment vite, je ne suis pas détenteur d'un BTS diététique, je ne fais pas de conseils en nutrition en présentiel. Je n'ai aucune compétence en nutrition. En tout cas, ce sera ma version au procès. La personne qui perd du poids très très vite sur une très courte période, elle n'a pas encore suffisamment ce côté de « je crève la dalle ». Ah ouais, Avant qu'elle ait ce côté « je crève la dalle », il faut que tu remontes tout doucement. Si tu remontes tout doucement en mettant les habitudes progressivement, tu as un gap qui s'est créé et là tu peux commencer la stratégie que vous mettez en fait tous en place. Et la différence, c'est que sur 2 semaines ou 3 semaines, on a peut-être 5, 6, 10 kilos en moins. En fait, tu fais comme nous, mais avec une phase d'accroche, une phase d'attaque au tout départ, quoi. Exactement. Ok. Et en fait, ça motive. C'est long Parce ou pas? que non, 2-3 semaines. Une semaine, 2. Ok. Ouais. Bah, ça dépend de 2-3 combien il y a à perdre, ça dépend de plein d'éléments. Mais D'accord. si tu veux une généralité, c'est ça. Ok. Le gros avantage de faire ça, c'est motivationnel, c'est énorme. Le gars, il monte sur la balance au bout de 3 jours, il y a déjà quelques kilos en moins. Ouais. C'est hyper motivant et c'est hyper, ça augmente l'adhésion. Ouais. C'est ce qu'on cherche dans la nutrition, c'est l'adhésion. Ouais. Et donc, une fois que tu as fait ça, tu commences à remonter tes calories et tu cherches ton point d'équilibre. Et là, à ce moment-là, tu mets en place toutes les stratégies que vous connaissez très très bien avec petits pas pour ramener les habitudes semaine par semaine. Et en fait, ça fonctionne super bien. T'as pas eu le temps, le mec, de le rendre complètement marteau, de le rendre tremblant ou quoi que ce soit. Ouais. Non. Et même très souvent, ils me disent « Putain, je me sens vachement mieux !» Tu m'étonnes. Et tu mets quoi en place du coup pour leur faire perdre du poids vraiment rapidement? Un déficit calorique important. Très important, à hauteur de combien On est d'accord, je le fais pas en présentiel. Hein. Ah, pardon. Non. Ça peut être au-delà de 1000 calories Ok. journalières. Et du coup, après, quand ils sont redevenus dans un rythme avec un apport calorique qui est proche de qui est normal, ils reprennent pas de poids du tout ou, D'accord. En fait, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il n'y a pas de surcompensation. Si on prend par exemple, Minnesota Study, tout le monde, je pense, a entendu parler de Minnesota Study. On prend des gens, on les met dans un pseudo-camp de la mort, on les fait crever de faim. Mais vraiment, on les fait crever de faim. Hein. C'est une étude qui ne peut pas être reproductible puisqu'il n'y a pas d'éthique. On les fait crever de faim, on mesure leur taux d'hormones, on vérifie ce qui se passe, et ensuite, et c'est là où c'est vraiment terrible comme étude, on redonne à manger à certains, on ne donne pas forcément à manger autant aux autres. Là, je te laisse imaginer. Donc, et ceux à qui on redonne à manger, on regarde au bout de combien de temps ils reviennent à un état normal hormonal. 3, 4, 5 jours, ça suffit souvent. Alors que les mecs, ça fait 6 mois qu'ils mangent pratiquement plus rien. Donc on pourrait se dire qu'il y a une adaptation terrible qui va perdurer dans le temps. 3 jours, le mec, il remange, il redevient normal d'un point de vue T3, T4, etc. Ça, c'est impressionnant. Les gens qui ont fait cette étude-là, je ne sais plus si c'est les années 40 ou 50, ils ont vécu toute leur vie avec un poids normal. Normalement, ils auraient dû, si on suit la logique habituelle, s'ils ont repris du poids très vite, ils devraient être surpondérés. C'est pas ce qui a été observé. Donc si les gens qu'on a privés à des... Et c'est pas faut pas le faire, hein, on est bien dangereux, on est bien d'accord, c'est dangereux. On ne met pas des gars dans des situations pareilles. Hein. On leur faisait dépenser 3200 calories par jour, on leur en donnait 800. Ouais. C'est évidemment hyper dangereux. Faut pas le faire. Mais si eux, ils n'ont pas eu d'adaptation, c'est pas nous ce qu'on va proposer, ou les spécialistes qui vont proposer, qui va mettre des adaptations graves.
Donc à mon avis, il faut se tranquilliser par rapport à ça. Et n'oublions pas que pendant 7 millions d'années, on avait des périodes où on mangeait très très peu de calories parce qu'il n'y avait pas beaucoup à manger, et qu'on mangeait beaucoup plus quand il y avait les animaux qui revenaient, les fruits qui commençaient à pousser, etc. Donc faut pas avoir peur de ça. Le corps est plastique. Par contre, ce qui est très difficile, c'est socialement, vous l'avez très bien évoqué tous, socialement c'est difficile de ne pas manger comme les autres ou de manger moins que les autres. Socialement, c'est difficile de pas faire comme tout le monde. Ça, on est bien d'accord. Et psychologiquement, se priver, c'est dur. Aucun doute là-dessus. Ouais. Il y a un petit truc que vous voulez ajouter là-dessus? Non. Sur ce que je viens de dire. Non, à titre perso, une stratégie que j'utilise, parce que comme je l'ai dit au début de mon propos, il y a aussi un côté culturel. Et voilà, moi, à titre personnel, je suis quelqu'un qui aime bien me mettre à table, passer des bons moments en famille autour d'un bon repas. Ça fait partie de ma culture, de mon éducation aussi. Et j'y trouve beaucoup de plaisir. Et une des stratégies en fait que j'ai mis en place, tout simplement, après ces occasions-là ou avant ces occasions-là, c'est aussi de doubler la ration, mais la ration d'activité physique, quoi. Parce que je me suis dit à un moment donné, et Rudy Koya l'avait évoqué aussi l'année dernière, une des stratégies aussi, si on a une difficulté à gérer ses calories, c'est de mettre en face aussi plus de dépenses caloriques pour pouvoir compenser le phénomène. Alors, voilà, ça ne peut pas être une stratégie linéaire de long terme, mais en tout cas, ça peut faire partie des petits leviers qu'on peut activer si effectivement il y a des petits événements familiaux, sociaux qui font qu'on est dans ces situations. Tout le monde est d'accord avec ça? Moi, oui. Est-ce que vous avez déjà fait le calcul? Je suis en train de le faire sur le téléphone là, c'est pas parce que je vous manque de respect, je fais juste le petit calcul en même temps. Ça change. Enfin, c'est dur de dépenser plus de calories, mais après, point de vue métabolique, c'est quand même intéressant, tu vois. Je pense. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais Moi, je pense juste que, c'est très bien ce que tu as dit. Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il faut juste nuancer quelque chose, c'est que tu as dit personnellement, j'aime bien les moments familiales ou autres. Enfin, les moments en fait où j'aime bien manger. Je pense que aujourd'hui, enfin que ce soit nous autour de cette table ou tout le monde qui est présent ici, on aime tous manger. C'est pas personnel, c'est vraiment quelque chose qui est commun à tout le monde, et même c'est un de nos besoins primaires en fait. Donc c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde. Après, la seule chose qui diffère entre chaque personne, c'est du coup quelle est ma relation en fait avec la nourriture. C'est simplement ça. Je voulais juste ajouter ça. Bon, j'ai fait un petit calcul très. Ah, tu voulais dire un truc, Gab? ah non, la pulsion. Je voulais faire un petit calcul qui est parlant en fait pour expliquer à quel point c'est difficile de compenser ce qu'on a mangé en surplus. Je suis d'accord avec toi, il faut faire ce que tu fais, hein. Mais je veux dire, c'est beaucoup plus facile de perdre du poids en diminuant les calories qu'on ingère qu'en essayant de les dépenser par le sport. Je vous donne un exemple. J'avais une cliente qui respectait à la lettre ce que je lui conseillais de faire, à un détail près. Dans la poêle, elle mettait une cuillère à soupe d'huile. Une cuillère à soupe d'huile, ça ne change pas la vie. Mais bordel que si. Une cuillère à soupe de 10 grammes, ça fait 90 calories. 365 jours par an, ça fait 32 850 calories. 32 850 calories, c'est 10 marathons énergétiques. Il est impossible pour cette personne d'éliminer le surplus d'une cuillère à soupe par jour. Ouais. Une cuillère à soupe par jour, elle ne peut pas l'éliminer. Vous vous rendez compte? C'est très intéressant ce que tu as dit, et justement en fait, je ne sais pas si c'est l'huile d'olive, l'huile de tournesol haute. C'est pareil. Mais dans la pensée commune, justement, on dit souvent qu'il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, comme l'avocat, enfin le cajou haute ou justement l'huile d'olive. Et en fait, c'est en éduquant, justement, en donnant l'information que les personnes, en fait, elles arrivent à comprendre que oui, c'est bon pour la santé, mais derrière, en fait, il y a des calories en fait. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive aussi à des pertes de poids durables. C'est vraiment éduquer en fait et que les personnes aient accès à cette information. Parce qu'en fait c'est pas donné, hein, une cuillère à soupe 90 calories, c'est pas tout le monde qui le sait en fait. Donc nous on le sait, hein, mais tout le monde le sait, mais voilà, faut donner l'information. Et après aujourd'hui aussi, chaque personne est différente, hein, mais il y a aussi beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux. On voit beaucoup de choses en fait par rapport aux pubs, à la télé ou autres, même si nous on ne regarde pas du tout la télé. Et c'est important d'éduquer et d'avoir cette culture de l'information et de donner des informations qui va leur permettre vraiment de comprendre pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire ça en fait.
complètement. Et puis peut-être un élément qu'on rappelle, parce que c'est encore malheureusement mis en doute sur les réseaux sociaux. La masse d'un corps non quantique, c'est la quantité de matière contenue dans ce corps. Donc votre masse, elle reflète la quantité d'atomes qui est contenue dans votre corps. S'il y a moins d'atomes qui rentrent dans votre corps que d'atomes qui en sortent, vous allez perdre de la masse. Actuellement, nous sommes en train de perdre de la masse. Nous évacuons CO2, nous inspirons O2. Nous perdons de la masse. Si on se mesurait avec une balance nucléaire, on aurait ça. Donc ça c'est un truc qu'il faut vraiment que les gens aient en tête, c'est que vous créez du déficit calorique, il y aura de la perte de masse. Basta. C'est difficile socialement, mais biologiquement, c'est hyper simple. Dans les camps de la mort, malheureusement, chose qu'on connaît très bien dans ma famille, on n'a jamais vu de personne en surpoids. En tout cas, pas après quelques mois. Pas après quelques mois. Je vais finir sur une note plus positive quand même. Hein. Avec des bons professionnels, il y a des choses à faire. Donc n'hésitez pas à partager l'expérience avec les gens qui sont autour de la table ou d'autres professionnels dans votre secteur. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Exactement. Très important de ne pas être tout seul. La solitude, c'est l'échec très souvent. Ça, et puis la cacophonie, comme tu l'as dit, il y a une cacophonie en termes d'information. Si tu es tout seul, tu vas te faire noyer en fait. Genre, il te faut quelqu'un pour te guider sur ça, quoi. Oui, puis n'essayez pas d'aller chercher des choses très complexes dans un premier temps. Comprenez juste que votre déficit calorique qui vous aidera à perdre de la masse, c'est la seule chose qu'il faut retenir dans un premier temps. Comprendre le rôle d'alpha MSH, on s'en fout, c'est pas utile. Je veux dire, c'est bien pour votre culture, c'est bien pour comprendre les mécanismes, mais tu mets moins de calories dans la bouche et ça va descendre, quoi. Basta. Il est l'heure, regardez mes seigneurs, il est tout pile poil 18h30, on a été très très bon. Je vous remercie infiniment de votre partage d'expérience et de ce riche moment passé en votre compagnie. Et puis je vous dis à très vite. Salut à tous. Merci à tous. Merci. Là-haut. J'espère la grève. La question, c'est par rapport à